Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 246 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va décrypter le début de série entre Denver et Minnesota. Alors, comment allez-vous en ce aujourd'hui back-to-back podcast évidemment, mais parce que l'actu est chaude et notamment aujourd'hui on va traiter d'un sujet de la série entre Denver et Minnesota. Je voulais un peu revenir dessus, pourquoi est-ce que Minnesota domine à ce point, essayer un peu de décrire concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Attaque Denver face à défense de Minnesota, surtout comment est-ce que la défense des Wolves arrive à dominer à ce point là où une des meilleures attaques de NBA notamment en playoff. Et puis ensuite, on fera un tour de l'autre côté du terrain aussi, avec l'attaque de Minnesota qui, pour l'instant, elle aussi fait 1 sans faute. Et donc, pour soutenir le podcast, y compris des petits réacts et décryptages tactiques pendant les playoffs, des petites étoiles sur Spotify ou sur iTunes, des likes sur YouTube ou un abonnement sur le plateforme de podcast préféré. Et merci à tous. Je sais que je le demande beaucoup, mais merci à tous pour ceux qui le font. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de ce 2-0 sanglant entre Denver et Minnesota. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, Minnesota mène 2-0 contre Denver. Petit podcast rapide donc pour essayer de débriefer un peu ça. En tout cas, essayer de l'expliquer si ça vous intéresse. Bon, vous savez, grosso modo, dans les grandes lignes, on va dire, l'histoire de cette série pour l'instant, qui est donc il y a une domination défensive qui est absolument monstrueuse. Et c'est vrai que pour essayer donc un peu de détailler concrètement comment ça se passe, il y a toute une partie flashy que tout le monde arrive à voir en termes de défense on ball, de pression, de rotation, etc. Mais en fait, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir et de constater à quel point est-ce que ça affecte ce qui est normalement et notamment, usuellement, la force de Denver, qui est la création de décalage. Et on en avait parlé d'ailleurs dans notre preview en mettant ça en point de bascule, en disant, ok, on a une escouade de périmètre qui est extrêmement impressionnante, mais à quel point est-ce que cette escouade va pouvoir, ou pas, affecter la création de décalage de la part de Denver ? À quel point, ou pas, j'insiste, en termes de preview, j'insistais sur ce côté, à quel point vraiment ça peut le faire, à quel point ça va être genre du 95%, ou alors juste, ils vont un peu gêner, mais Denver va quand même s'en sortir. Voilà, c'était un point de bascule, et pour moi, pour l'instant, c'est en train de basculer vers le Minnesota, en fait. Parce que, on est vraiment sur un aspect où, je crois que de mémoire récente, j'ai très rarement vu ça, voire même jamais, vraiment un côté où une escouade de défenseurs de périmètre arrive à ce point à ne concéder aucun décalage sur ce qui sont d'habitude les actions typiques de création de décalage, notamment donc les écrans. Voilà, les écrans, c'est fait pour ça en basket, c'est pour essayer de casser un peu l'état très stable de homme à homme où chacun est devant son attaquant et on arrive à suivre. Quand tu as un écran, tu fais réfléchir la défense, comment est-ce que la défense va négocier cet écran. C'est un peu le but. Et même au-delà de ça, Denver, c'est une des meilleures attaques de NBA, et notamment en playoff, ça se transpose très bien parce qu'il y a cette capacité à créer le décalage encore et encore. Et via divers moyens, mais c'est vrai que là c'est impressionnant. Et donc, notamment, premièrement, évidemment, le pick and roll avec Jamal Murray. N'importe quel type de pick and roll, mais vu qu'on parle du principal, c'est vrai que on a décrypté le match 1 en vidéo si ça vous dit. En tout cas, j'ai fait un best-of qui est sur YouTube, parce que YouTube n'a pas voulu poster le complet. Le complet est à retrouver sur Twitter si ça vous dit. Vous êtes de 2h30, mais bref, vous voyez qu'on voit surtout toutes les images où en effet, en sortant de l'écran, le défenseur est encore accroché. Et ça, comme dit, c'est pas commun. Et c'est vraiment ce qui est à la base de tout pour moi. En tout cas, une partie du pick and roll, on reviendra sur la deuxième après, mais c'est que la navigation d'écran de ces joueurs-là est absolument bluffante. Et même au-delà, du côté, Nickeil Alexander-Walker, il est capable de faire une pression tout-terrain, gêner la remontée de balle, etc. Il y a eu l'action un peu marquante qui a beaucoup tourné, vous savez, la prise à deux là, avec Alexander-Walker et Jaden McDaniels qui prennent à deux Jamal Murray, le pauvre Jamal Murray, l'action qui a beaucoup tourné.
Mais effectivement, premier élément pour moi, c'est cet aspect où la navigation d'écran on-ball est fabuleuse. Et donc, Jamal Murray sort de son écran, il a encore un mec sur sa hanche, quoi. Et donc, il n'a pas l'espace de soit continuer à attaquer, soit de prendre le pull-up, un peu se mettre sur ton spot préférentiel de hop, petit step back et pull-up. Voilà, ça, il peut pas trop. Donc, premier élément, c'est cette première ligne qui, voilà, le défenseur reste accroché. Ok. Deuxième élément, enfin, toujours un peu là-dessus, mais moi, ce qui me bluffe, c'est de voir à quel point est-ce que l'action un peu classique et, comment dire, le go-to-move de Denver, à quel point est-ce que cette action est annihilée, là encore, par Minnesota. Et là encore, on en avait parlé pendant la preview. Alors, je sais plus si je l'avais fait en podcast ou alors si c'était dans mon thread. Je crois qu'en thread, je suis à peu près sûr que je l'avais mentionné. C'est justement là-dessus à quel point cette navigation d'écran et ce côté hyper agressif va permettre d'annihiler notamment cette action. Pour l'instant, c'est totalement le cas. Et pardon, je divague. Je suis rêveur sur cette défense, mais je parle de l'action, la fameuse action, qui est le grand classique. Jokic en tête de raquette, par exemple côté gauche, et puis côté droit, à l'autre coin de la raquette, on a un écran avec Jamal Murray et Aaron Gordon. Voilà, la fameuse action qu'on a vu tourner souvent, qu'on a vu en playoff beaucoup l'an dernier. Et cette action, c'est un peu le jeu à 3 où Jamal Murray prend d'abord un premier écran de Gordon et ensuite, soit il va au panier sur un cut, soit il va récupérer ensuite la balle des mains de Jokic, etc. etc. Là-dessus, c'est pareil. Hein. C'est pas que le pick and roll, le 1-5, le pick and roll, le meneur pivot Jamal Murray-Jokic. Non, il y a aussi cette action où les mecs sont tellement agressifs et restent accrochés qu'il n'y a aucun décalage sur, donc, pourtant, ce qui est l'action de type et l'action de référence pour Minnesota. Donc il y a ça. Autre élément aussi, très concrètement, tout ce qui est sortie d'écran de Porter Jr. C'est-à-dire que, notamment Jaden McDaniels, quand on le met sur Porter Jr., une des actions aussi qui fait un peu du bien à Denver, c'est c'est pas une action qui génère beaucoup de jeux parce que Porter Jr., c'est tu as ton système, tu as la balle, tu shootes. Voilà. Porter Jr., c'est pas le mec qui va tirer profit de ça, qui a du passing, voilà, c'est vraiment une action, allez, on appelle le jeu pour Porter Jr. et puis comme ça il a son tir, il peut scorer. C'est vrai que j'ai rarement vu Porter Jr. aussi en difficulté parce que là, Jaden McDaniels, c'est de la navigation d'écran vraiment d'élite, quoi. Et donc, notamment, il reste accroché, même à travers l'écran, donc ces fameux pin down, donc un écran qui est pour une ressortie à 3 points vers le haut, ou alors des staggers, donc 2 écrans, pareil, ça fonctionne pareil. Hein. Mais voilà, McDaniels, en termes de navigation d'écran, même off-ball, donc je parle pas de juste négocier un écran dans le pick and roll, je parle de navigation d'écran même off-ball, de rester accroché, ce qu'on appelle le chase, donc littéralement poursuivre. Et voilà, ça, le chase off-ball, là-dessus aussi, c'est assez efficace, évidemment. Donc voilà, et puis, là, j'ai décrit pas mal d'actions un peu on-ball, mais il y a tout ce qui est off-ball aussi, bien entendu. C'est-à-dire que on est sur une équipe qui, d'ailleurs on l'avait précisé, c'est pas que le on-ball, il y a aussi cette activité off-ball et en fait cette capacité à dévorer les espaces. Voilà, c'est très clair, on a des joueurs qui sont très bien face au ballon, mais qui surtout en fait sont grands, longs, mobiles, actifs, et en fait c'est sans doute la meilleure défense de NBA en termes de joueurs de périmètre, en termes d'escouade de périmètre sur en fait la capacité à jouer dans l'espace et surtout donc à réduire les espaces. Et donc concrètement comment ça se passe ? Tous les joueurs de Denver ne sont pas forcément toujours très bien respectés en termes de shoot. Et même au-delà de ça, en fait, les schémas classiques NBA aujourd'hui, c'est on ne craint plus trop le 3 points si ça peut nous permettre de mieux stopper le panier, qui est la zone la plus rentable de très loin. Donc, c'est vrai qu'on a des non-shooters dans le lot, mais on a aussi des shooters parfois un peu moyens, voire même bons, mais qui parfois sont tout simplement abandonnés par leur défenseur qui vient se mettre dans l'espace, quoi. Et donc, on a ces fameux stunts, comme on dit, qui sont un joueur côté faible qui vient et qui surgit sur un drive et ensuite qui repart sur le shooter ou alors juste qui bouche l'espace. Mike Conley, on a fait une action comme ça, match 2 notamment, où il vient, en fait, il y a un cut dans son dos de son propre attaquant, mais il reste dans la ligne de passe, il bouche l'espace et puis ça lance une contre-attaque ensuite. Enfin bref, ce côté stunt est hyper présent. Le côté gap aussi, on vient dans les gaps. Non pas le stunt, c'est un peu je jaillis et je reviens. Le gap, c'est je fais une pré-rotation en amont. Voilà, on sait qu'il va y avoir un drive et donc je me mets en pré-rotation déjà très tôt dans l'action. Je ne jaillis pas, je suis déjà en place. Et il y a pas mal d'actions où le pauvre Jamal Murray, il arrive un peu à créer le décalage à la base, à la base de l'action. Et puis en fait, il commence à aborder le drive dans la raquette et t'as 2 mecs qui sont collés dans la raquette, quoi. Enfin, pas dedans, mais je veux dire, qui sont au niveau de la ligne de raquette. Donc, certes, t'as 2 shooters ouverts à une passe près, mais voilà, c'est un terrain complètement surchargé en fait. Et donc,
bah ouais, il peut faire la passe s'il veut, mais en tout cas, il peut pas aller au panier, quoi. Donc je trouve que c'est important de souligner à quel point c'est un peu ce double aspect de, certes, on a on-ball, plutôt, pardon, on a on-ball qui est hyper important. Le côté, déjà, à la base de l'action, à la base du décalage, justement, il n'y a pas de décalage parce que ça reste accroché, premièrement, et puis deuxièmement, même, c'est pas qu'on-ball, il y a aussi l'aspect d'activité off-ball où tout commencement de décalage, voire même vrai décalage qui pourrait être concédé, peut être aussi atténué, voire même absorbé par l'activité sans ballon. Et par les stunts, et par les mecs qui viennent dans les gaps, et par les mecs qui viennent un peu, avec leur long bras, perturber l'activité du porteur de balle, etc., etc. Donc voilà, ça c'est assez remarquable, et je trouve que, franchement, là où c'est d'autant plus épatant, c'est face à une face à une attaque qui d'habitude est absolument extraordinaire pour ça, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier point, évidemment. L'autre point, ensuite, que je veux souligner, et on s'était posé la question en preview, c'était quid de la seconde unité. Parce que, justement, en conséquence de tout ça, de toute cette défense de périmètre, on se demandait si finalement les minutes sans Jokic, ça pourrait pas être les minutes clés où Minnesota gagne largement la bataille sur ces minutes-là, parce que voilà, sans Jokic, tu pars sur de la Jamal Murray offense un peu plus classique, un peu plus du porteur de balle un peu classique de NBA. Donc pick and roll, lui il est bon, mais il est pas non plus, c'est pas Doncic, c'est pas des mecs comme ça. Donc c'est sympathique Jamal Murray, mais bon, face à des secondes unités un peu normales, c'est parfait. Face à la meilleure escouade de périmètre de NBA, si en effet Chris Finch laissait ses meilleurs défenseurs pendant la seconde unité, ça pouvait être clé, parce que en effet, Murray il peut galérer, et donc sans Jokic, il n'y a que les pick and roll de Jamal Murray, ça devient compliqué. Donc, ce qu'a fait Chris Finch, c'est effectivement, il a laissé des défenseurs d'élite contre cette seconde unité. Donc, rotation clé de la part de Chris Finch, et qui est à souligner. Chris Finch et, comment il s'appelle ? Le remplaçant aussi, Nori. Mika Nori, je crois. Celui qui est actuellement coach de facto, on va dire, pendant que Chris Finch est blessé et sur le bord touche, il peut pas bouger. Mais bref, donc on a eu cet aspect-là, qui était effectivement, comme on avait posé la question en preview, mais effectivement, on a des rotations qui sont faites pour que, la Jamal Murray offense, on veut la stopper. Donc, on organise des rotations pour que nos défenseurs d'élite de périmètre soient aussi et surtout sur ces minutes-là. Et donc, là, c'est le move de la part de Minnesota. Après, tout de même, on a aussi un contre-move de la part de Mike Malone qui n'est même pas un contre-move, qui n'est même pas un ajustement pendant la série, qui a été fait dès le premier match 1, c'est que Mike Malone, lui aussi, il a vu ça venir, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a aussi ajusté ses minutes pour qu'on ait non pas seulement la seconde unité un peu classique de Jamal Murray plus Aaron Gordon, donc un peu ce jeu de pick and roll qui mène la barque et qui mène cette seconde unité. Il a aussi laissé et fait coïncider les minutes de Michael Porter Jr. Et je trouve que c'était un excellent move de la part de Mike Malone, qui, à mon avis, a plutôt bien marché, parce qu'en fait, ça permet de donner cette dualité de menace, en fait. Et pas seulement de cette dualité dans l'action, mais même en termes de variété d'action. C'est-à-dire qu'une possession, tu remontes la balle et tu fais un pick and roll de Jamal Murray, et une autre possession, tu vas faire une sortie d'écran pour Michael Porter Jr. Et donc, notamment, c'est vrai que si ça coince un peu avec les pick and roll de Jamal Murray, tu as au moins des sorties d'écran qui libèrent quelques tirs un peu faciles pour Porter Jr., parce qu'en plus, il n'est pas forcément tout le temps défendu par Jaden McDaniels sur cette seconde unité. Donc, c'est bien. Et en effet, c'est ce qu'on a eu. On a eu un peu une alternance de ces deux éléments-là, et ça, j'ai vraiment trouvé ça très bien, et donc excellent pré-ajustement de la part de Mike Malone, parce que c'est pas tout le temps que Porter Jr. il a ses minutes avec la seconde unité et avec Murray et Gordon. D'habitude, c'est vraiment Murray et Gordon, le pick and roll. D'ailleurs, on se posait la question aussi de qui va être le pivot backup côté Denver. Est-ce qu'on allait tenter un peu DeAndre Jordan pour avoir un minimum de verticalité et pas faire face à des switches ? Bon, finalement, on a Gordon. Mais pour le coup, on n'a pas totalement des switches, parce que Gordon est aussi défendu par Karl Anthony Towns, parce que, là encore, il y a un jeu de rotation qui est fait, et là, il n'y a pas que ce côté-là du terrain, il y a un peu les deux, mais la seconde unité de Minnesota, c'est surtout avec Towns qui va attaquer tel ou tel match-up, on y reviendra plus tard là-dessus. Mais, donc voilà, conséquence, c'est que Chris Finch veut Karl Anthony Towns en moteur de la seconde unité, donc il est sur le terrain en tant que, aussi sur les positions défensives, évidemment. Donc, en effet, il y a eu quelques pick and roll qui sont passés.
parce que ça switche pas. C'était Towns qui fait un peu du drop ou alors du soft edge. Enfin voilà, c'était pas très agressif, mais c'était pas du switch. Donc Jamal Murray-Gordon, ça a pu marcher un tout petit peu, notamment sur le match 1, il y a quelques possessions. Ça a un peu mieux marché que ce que je n'aurais cru sur le match 1. En tout cas, j'insiste, entre ça, c'est pick and roll, plus donc des Chicago Action, ou alors Zoom Action, hein, Z-O-O-M. C'est juste des actions à 3, si vous voulez, où on a quelqu'un qui part depuis le corner, donc Jamal Murray, et qui prend un écran plus un dribble end-off, donc un jeu de main à main. Voilà, c'est ça une Zoom Action. Et donc là, voilà, ça a permis d'impliquer aussi Porter Junior sur ses actions et donc d'avoir les 3 meilleurs ensemble sur le terrain pour combiner plutôt que simplement le pick and roll un peu classique. Donc on a eu ça, on a eu des pin down, on a eu des sorties d'écran un peu simples aussi pour Porter Junior qui, sans trop d'efforts, ont pu libérer 2-3 tirs sympathiques pour Porter Junior. Donc voilà, il faut aussi souligner, je pense, ce bon ajustement de la part de Mike Malone. Et à mon avis, il y aura besoin que ça marche, mais ça, c'est un peu le match 1 où ça a le mieux marché. C'est vrai que match 2, pour moi, c'est un peu là qu'ils ont fait que Minnesota a fait l'écart, en fait. Parce que match 2, c'est exactement ce qu'on redoutait, c'est-à-dire les minutes ont été largement gagnées sur cette seconde unité, notamment première mi-temps. C'est là-dessus qu'ils ont fait le run. Parce que la défense a écrasé la seconde unité de Denver à ce moment-là. Et la fameuse Jamal Murray offense, etc. quoi. Et d'ailleurs, le fameux clip qui a tourné de la prise à 2 tout-terrain là, de McDaniels et Nickel Alexander-Walker, je crois que ça vient de là, hein, de mémoire, je suis quasiment sûr, mais n'hésitez pas à me contredire, mais ça vient aussi de cette première mi-temps. Et donc, fin de quart-temps, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et dès le début du deuxième quart-temps, Jokic est de retour sur le terrain. Parce que la vague qui se sont pris sur les minutes sans Jokic, c'était absolument extraordinaire. Le match au début était plutôt pas mal disputé, et au final non. Au final, non, il y a un écart qui a été creusé, et qu'ensuite, ils n'ont pas pu le rattraper, Denver. Donc voilà, je pense que ce sera à surveiller. Je sais que pas mal de monde parle aussi de l'état de santé de Jamal Murray. J'avoue que là-dessus, moi, déjà, j'ai pas d'infos, premièrement. Je trouve pas tant que ça qu'il soit pas en forme, mais peut-être juste que j'observe pas assez pour le coup, donc je veux même pas me prononcer là-dessus, mais effectivement, si Jamal Murray est blessé et que ça serait bien qu'il soit en meilleure forme, évidemment, j'entends des gens dire bah oui, la clé c'est que Jamal Murray doit être en forme. Ok, mais bon, ça c'est pas un ajustement tactique, tu vois, ça c'est juste un peu la chance, non, je sais pas, mais c'est hors du contrôle un peu des coachs et des ajustements, quoi. C'est juste, voilà, c'est la santé, quoi. Mais même avec un Jamal Murray à 100%, oui, ça ferait du bien, mais ça reste pour moi un point clé de cette série, c'est à quel point est-ce que cette seconde unité de Denver peut un peu galérer, quoi. Ça n'a pas été trop le cas match 1, mais match 2, ça a été un peu plus inquiétant. Donc à surveiller, parce que comme dit, ça peut être un point clé, et ça l'a été, je trouve, match 2, c'est ce qui a permis de faire le run. Donc voilà, Jamal Murray, et puis évidemment, il faut aborder le cas Jokic pour être un peu complet sur pourquoi cette défense elle est à ce point étouffante. Et sur le cas Jokic, on a plusieurs aspects. On peut aborder d'abord l'aspect de pick and roll, ensuite on fera tout ce qui est post-up, mais pick and roll, ce qui a été fait, déjà, ça a été fait un peu différemment selon les deux matchs, mais notamment ce qu'on a vu, c'est que, bon, il y a la fameuse stratégie que vous connaissez tous, le fameux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Gobert sur Jokic? C'est parce qu'on met Towns sur Jokic, comme ça permet d'avoir Gobert en deuxième rideau, notamment pour tout ce qui est isolation, tout ce qui est 1 contre 1, post-up, etc. Effectivement, ça a été fait. C'est aussi ce que les Lakers avaient fait l'an dernier avec Rui Hachimura, plus Anthony Davis en deuxième rideau. Voilà, c'est le classique, c'est ce qui a été fait en effet sur ce match 1 avec Rudy Gobert. Mais c'est pas que sur les post-up. Parce que oui, en post-up, ok, mais pas que. C'était aussi un élément qui était important au niveau des pick and roll. Et si vous avez écouté peut-être la preview, vous savez que j'ai un peu développé ce point-là, qui est que, en fait, sur les pick and roll, ou alors c'est peut-être en vidéo que j'ai dit. Non, je crois que c'est dans la preview. Je dis un peu, et c'est peut-être pour ça que moi je suis un peu moins haut que beaucoup de monde sur Jamal Murray, c'est que je pense que Jamal Murray profite aussi beaucoup tout simplement de la dangerosité que représente Jokic en fait sur pick and roll, parce que c'est littéralement Jokic qui dicte quelles sont les couvertures défensives que Jamal Murray va devoir affronter. Et notamment pourquoi Jamal Murray ne doit jamais subir des prises à 2 sur pick and roll, parce que c'est trop risqué en fait. C'est beaucoup trop risqué, tu peux pas faire une prise à 2 sur Jamal Murray, et si Murray, qui est tout de même un très très bon porteur de balle, peut s'ajuster et libérer très vite la passe, c'est mort quoi. Prise à 2 sur Murray, ça veut dire que derrière, Jokic, il peut gérer un 4 contre 3. Or, meilleur passeur du monde, enfin voilà, c'est juste pas possible. On a vu d'ailleurs Miami qui l'a testé en finale l'an dernier, mais ils l'ont testé, c'était un match à Miami, donc ça doit être le 3, je crois. Ils l'ont testé sur 3-4 séquences et puis ils ont arrêté, quoi. On l'avait décrypté en Twitch si vous étiez là déjà.
Voilà, on avait vu qu'au bout de 4-5 possessions, voilà, Jamal Murray s'était ajusté, et voilà, donc c'était pas possible de prise à 2, et même plus généralement, ben voilà, pourquoi est-ce que Jamal Murray il a un peu d'espace quand il sort de son pick and roll? C'est parce qu'il y a ce côté dangerosité du scoring de Jokic, en fait, très simplement. Et donc, c'est là où rentre en compte aussi le roamer et le fameux, la stratégie un peu du 1 contre 2, enfin du 2 contre 1, c'est que post-up, ok, mais pick and roll aussi. Et ce qu'on peut observer, et enfin nous on en avait parlé, mais Ben Taylor l'a très bien détaillé aussi en vidéo, si ça vous intéresse d'aller le voir, mais on l'a vu aussi, nous, quand on avait fait notre vidéo un peu de 2h30 décryptage du match 1, c'est qu'en fait, sur les pick and roll de Jokic, on a l'intérieur, donc, qui ne monte pas haut, qui ne va pas barrer le chemin à Jamal Murray, qui va rester sur Jokic. Et pourquoi? C'est parce que y a la crainte un peu de son scoring de Jokic. Mais la couverture, donc, elle est de sorte que l'intérieur reste sur Jokic plutôt que de monter sur Jamal Murray. Comme ça, il n'y a pas de décalage qui est offert à Jokic notamment. Et si Jamal Murray va au panier, eh ben on a le deuxième rideau. On a Rudy Gobert qui se permet d'abandonner évidemment Aaron Gordon. Et voilà. Et c'est un peu comme ça qu'est couvert Jamal Murray et les pick and roll. Donc cette fameuse stratégie avec un roamer, ça s'applique aussi sur pick and roll. On a beaucoup insisté sur le post-up, mais cette fameuse stratégie s'applique aussi sur les pick and roll. Pas que sur les post-up, on parle beaucoup des post-up, isolation, etc. Mais aussi sur pick and roll, on a ce côté où le défenseur de l'écran reste sur Jokic, et donc pas de décalage pour Jokic, et derrière, il y a une aide, au moins pour le panier. Et c'est vrai que là aussi, oui, forcément, pour l'instant, ça manque, et en effet, si Jamal Murray n'est pas en forme, ça doit pas aider non plus, mais c'est là où on a peut-être besoin d'un shot-making de la part de Jamal Murray qu'on n'a pas eu. Parce que sur ces matchs 1 et 2, je trouve qu'il a eu quand même pas mal d'occasions d'avoir un petit, justement, d'avoir de l'espace à mi-distance. Or, pour l'instant, il n'a pas trop puni cet espace. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a l'intérieur qui reste sur Jokic et ensuite l'aide qui vient en deuxième rideau au niveau du panier, ça veut dire qu'il y a un moment de drive où personne n'est sur Jamal Murray. Donc les fois où il arrive un peu à passer l'épaule et à distancer le mec qui est censé rester accroché à travers l'écran, il a un peu d'espace, et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas ce shot-making à mi-distance. Il n'y a pas non plus le côté lay-up, mais bon, lay-up, c'est normal. Quand tu as Rudy Gobert qui attend en bas pour dissuader ou alors pour effacer les tirs au panier, ok, mais pour moi, il y a besoin de punir dans la mi-distance. Soit pour punir le schéma, soit pour forcer Minnesota à sortir de ce schéma. Et c'est vrai que pour l'instant, Jamal Murray ne met pas ses tirs, donc c'est un peu dommage. Et il n'y a pas de secret, hein. Vous allez voir les seules fois où le pick and roll a très bien marché, c'est parce que cette stratégie n'a pas été respectée. Et là, notamment, je pense à 2 actions en back-to-back en fin de première mi-temps du match 2. Vous allez voir, allez voir rapidement. Vous allez voir 2 pick and roll, Jamal Murray, Jokic, et 2 fois, je crois qu'il y a une fois, c'est un flotteur. Non, une première fois, c'est la passe pour Jokic qui ensuite envoie au alley-oop Gordon, et puis l'action d'après, pour finir la mi-temps, c'est un flotteur dans la raquette de Jokic. Mais pourquoi? Parce que sur ces 2 actions, Towns fait un peu l'erreur de rester sur Murray plutôt que de rester accroché à Jokic. Donc voilà, ça c'est un peu le schéma défensif sur pick and roll, et qui fait que c'est pas que le 1 contre 1, il y a aussi une manière de comment dire, d'atténuer l'aspect de ce pick and roll qui est là encore, hein, qui est le moteur de cette attaque. Et pourtant, il y a 2 problèmes. Il y a le problème, premièrement, au niveau de l'écran, premier rideau. Les mecs traversent bien l'écran, et donc Jamal Murray, il n'a pas beaucoup d'espace, et le défenseur est encore accroché, premièrement. Et puis deuxièmement, Jokic n'a pas d'espace non plus, parce qu'on demande à l'intérieur de rester sur Jokic. Donc, vous voyez bien que, où est le décalage là-dedans? Il est nulle part. Il est nulle part. En tout cas, il est parfois un peu à mi-distance si Jamal Murray arrive à se rendre là, mais pour l'instant, il n'a pas pu en tirer profit. Mais ça peut être aussi un point clé à quel point il arrive à justement en tirer profit. Avoir un peu de shot-making, flotteur, mi-distance, ça pourrait être un point clé. Donc voilà, pour le cas Jokic sur les pick and roll, sachant aussi qu'il y a des fois, on a eu des empty pick and roll notamment, mais enfin bref, on s'en fiche. Juste, il y a eu des pick and roll pour Jokic, où en effet, il y a eu du pick and pop. Et le pick and pop est l'arme clé pour moi de cette série, comme elle peut l'être dans pas mal de séries, mais vous savez que c'est un peu ce fameux pick and roll Jamal Murray et Jokic, il peut marcher aussi parce qu'il y a cette menace du pick and pop. Or, là, je trouve que non seulement il n'a pas toujours fait après l'écran, il n'a pas fait un roll vers le 3 points. Alors, du coup, c'est un peu confus ce que je dis, mais après l'écran, Jokic est plutôt pas mal resté un peu dans l'entrejeu, plutôt que de s'écarter au pick and pop. Et surtout, les fois où il l'a eu,
il ne l'a pas forcément mis, son pick and pop. Ce qui est un peu dommage, parce que tu as besoin de ça pour justement libérer d'autant plus les chemins de drive pour Murray. Ou alors pour punir quand il y a une petite erreur qui a pu être faite à droite à gauche. Voilà, pour l'instant, le pick and pop à 3 points, il y a eu des opportunités, mais il ne les a pas mises. Match 1, il était d'ailleurs à 2 sur 9 à 3 points. Donc un peu problématique. Comme dit, hein, j'ai fait un décryptage complet si ça vous intéresse d'aller voir, mais il y a pas mal d'actions où il y a ce fameux pick and pop qui pourrait faire mal à la défense de pick and roll. À la couverture défensive, il n'est pas rentré. Donc Minnesota laisse un peu cet espace-là, mais n'est pas puni. Et puis match 2, il est à 0 sur 1 à 3 points. Donc voilà, pour l'instant, le 3 points ne rentre pas du tout côté Jokic, alors que ça pourrait être clé là aussi. Donc ça, c'était pour le pick and roll. Et puis, évidemment, pour s'attarder un peu sur le post-up et tout ce qui est création de 1 contre 1, parce que je pense que pas mal de gens sont peut-être restent un peu sur leur faim en termes de scoring individuel de Jokic, en se disant pourquoi est-ce qu'il score pas plus ? Pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas plus lui-même ? Vu que la défense est compliquée, vu que la création de décalage est difficile, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas un peu plus frontalement et directement avec Jokic ? Bon, c'est plus complexe que ça malheureusement. Et notamment, je pense qu'il faut un peu séparer la série pour l'instant en 2 matchs, parce que on a eu un match avec Gobert, donc, et le deuxième avec plutôt Kyle Anderson, puisque Gobert était absent pour la naissance de son enfant, évidemment, ce qui paraît normal pour tout être humain à peu près conçu, j'ai envie de dire. Bref, passons sur ça. Mais en effet, donc, on n'a pas du tout le même type de couverture. Alors, que s'est-il passé ? Match 1, le classique, hein, donc Towns sur Jokic, plus Gobert derrière. Et ça a bien marché, très bien marché même sur les post-up où on a pu exécuter ceci. C'est-à-dire sur Towns en premier rideau et Gobert derrière qui, même sans déclencher une aide, en fait, le simple fait d'être là et d'être là en deuxième rideau et de boucher l'espace, en fait, d'être sous le panier, fait que Jokic devait se contenter d'un fadeaway un peu plus loin du panier plutôt que d'aller au lay-up. Donc, ça a fait une différence qui était assez énorme. Donc ça, c'est les fois où ça a marché. On a vu aussi que, mine de rien, on avait décrypté et on avait vu que à chaque fois que Jokic avait Gobert sur lui, il a sur un mismatch en transition, ou alors sur certaines séquences sans Towns sur le terrain, à chaque fois que c'était du vrai 1 contre 1, Jokic attaquait systématiquement. Donc, c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal avec le côté, il attaque pas assez. Non, en fait, c'est juste qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités, mais pour le coup, quand il les a, il le fait. Il attaque dès qu'il peut le 1 contre 1, frontalement, et en plus, même face à Gobert, il marque. Il marque plutôt très efficacement. Il arrive à obtenir à peu près ce qu'il veut là-dessus. Donc voilà, ça je pense qu'il y a cette donnée à prendre en compte. C'est que oui, il est agressif dès qu'il peut. C'est juste qu'il peut pas tout le temps. Donc globalement, ça a été un peu ça, match 1, entre soit 2 contre 1 avec Towns plus Gobert, soit 1 contre 1 contre Gobert. Et là, en effet, ça marchait. Le truc, c'est que on a une action, sur le match 1 où on n'a pas pu exécuter exactement ça. Et donc notamment, Gobert n'était pas sur le terrain. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien ce qu'on a fait, c'est on a déclenché une aide totalement différente. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir Gobert en deuxième rideau, un peu sous le panier, enfin littéralement sous le panier, qui empêchait d'aller au panier, qu'est-ce qu'on a fait côté Minnesota ? On a déclenché une aide depuis from the top, depuis le haut. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelqu'un derrière, on avait plutôt quelqu'un qui aidait depuis la ligne à 3 points, en fait. Quelqu'un qui était descendu, alors je crois que c'était Edwards, qui était descendu depuis la ligne à 3 points pour aider, et derrière, une aide était compensée avec Nickel Alexander-Walker qui faisait la rotation pour aller sur l'attaquant abandonné par Edwards. Donc ça, on l'a vu sur une possession, match 1. Mais évidemment, sans Gobert du tout, match 2, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh ben, on a eu ça. On a eu ça tout le match 2, c'est-à-dire la fameuse help from the top, aide d'en haut, et ensuite avec, évidemment, c'est pas qu'une aide, hein, c'est tout un système de rotation pour venir compenser et aider celui qui aide, en fait, très, très simplement. Et c'est vrai que ça, c'est pas nouveau, parce que c'est exactement ce qu'a dû subir Jokic contre les Lakers, en fait. Les Lakers, ils ont fonctionné comme ça toute la série. Donc, c'était pas nouveau. Et contre les Lakers, il a réussi à trouver des solutions à droite à gauche, plutôt pas mal tout au long de la série. Là, pour l'instant, match 2, ça n'a pas été une grande réussite côté Jokic. Alors, même si tout de même Denver a trouvé des solutions, mais voilà, on sentait que peut-être que l'activité off-ball de Minnesota est pas pareille que celle des Lakers, donc c'est peut-être pas aussi facile d'arriver à piéger ce genre de rotation et de schéma. Mais
on a quand même eu de belles séquences d'ajustement de la part de Denver et de Jokic. Bon, notamment, il y a une passe où, plutôt que d'aller du côté où va Led, il voit Led qui arrive vers lui et il s'en fiche, il s'enferme ligne de fond et il fait une passe vers le corner opposé pour un 3 points ouvert dans le corner qui, je crois, rentre. Je sais plus, une passe assez spectaculaire. Mais même côté Denver et Mike Malone, on s'est adapté, on s'est ajusté. Alors, notamment, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le mec qui était à une passe près. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Michael Porter Jr. en tant que mec qui est à une passe près. Comme ça, quand Led est déclenché, on a cette option de c'est notre meilleur shooter qui est là pour prendre le 3 points. Donc ça, premier ajustement assez classique. On a eu aussi des espèces de cuts à l'opposé. C'est-à-dire que imaginez si Jokic est au post-up côté gauche, on a un système de rotation où un défenseur vient sur Jokic, un autre défenseur vient depuis le côté droit pour aller sur l'aile gauche, protéger la passe à une passe près, le shooter à une passe près. Et donc, le contre-move, c'est aussi de faire un cut depuis l'aile droite pour essayer d'aspirer la défense ou d'aller dans le dos de l'aide. Voilà, donc ça a été fait et ça a été bien fait aussi, même si Minnesota a pu un peu absorber ce genre de mouvement aussi parfois. Mais voilà, et puis l'autre ajustement qui a été plutôt pas mal, c'était d'utiliser Aaron Gordon. Donc un peu, j'allais dire, peu orthodoxe, mais non, mais pas complètement non plus, mais un peu en mode surprise, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser que le bon shooter pour le mettre à une passe près et prendre un shoot, on a utilisé Aaron Gordon pour donner la balle au poste bas à Jokic, et donc, comme ça, quand on avait l'aide qui se déclenchait donc from the top, depuis en haut, donc depuis Aaron Gordon, Aaron Gordon qui est sur l'aile, qui donne la balle au poste bas à Jokic, c'est son défenseur qui va immédiatement au poste bas pour empêcher Jokic d'agir et pour le forcer à lâcher la balle. Que se passe-t-il quand Aaron Gordon? C'est que t'as même pas besoin ensuite de faire un système de extra passe. Tu as directement Aaron Gordon qui coupe dans le dos de son propre attaquant. Il coupe dans le dos de l'aide. Et donc, ça offre une solution directe. Donc bref, il y a des solutions à droite à gauche. Sachant que Minnesota fait ça aussi, on peut arriver à s'ajuster. Ce qui peut être sympa aussi, qu'on n'a pas trop vu, enfin on a vu d'ailleurs Minnesota le faire, mais on n'a pas vu Denver le faire, c'est justement aussi tout un circuit de passe pour extra passe, et puis de l'autre côté, il y a un exit screen qui est mis en place, donc sachant qu'on va avoir un sous-nombre, enfin un surnombre, côté Denver, côté faible, après 3 extra passes, on a un shoot ouvert dans le corner. Voilà, il y a encore 2-3 trucs à bricoler, sachant qu'ils ont déjà bricolé quelques éléments intéressants. Mais c'est vrai que globalement, le problème, c'est pas tant le fait que Jokic arrive à trouver 2-3 passes par-ci par-là. Le problème et la réussite de ce schéma, c'est que tu prives Jokic d'attaquer, en fait. Vraiment, tu l'empêches d'attaquer. Tu le forces à lâcher la balle. Quand tu fais une prise à 2, ça paraît assez logique, mais c'est aussi pour ça que je trouve que je sais que pas mal de gens ont un peu évoqué tout ce qui est pas santé physique, mais la condition physique peut-être, l'état de forme, la fatigue, et peut-être en effet qu'il était un peu fatigué, mais pour moi c'est pas la raison principale de ce mauvais match, en tout cas de un match peut-être pas aussi étincelant qu'on aurait voulu, où il a pas assez incité sur son propre scoring aussi peut-être, mais il y a aussi cette donnée à prendre en compte. Match 1, il devait faire face à des 2 contre 1, ou alors 1 contre 1, dès qu'il les avait, il y allait, mais sauf qu'il n'en avait pas beaucoup. D'ailleurs, il y a aussi une action assez intéressante qui est sur le match 1 où, en fait, il profite que sur une contre-attaque, Gobert est pas sur le bon match-up, et donc Gobert, plutôt que d'être dans le corner, il est sur l'aile. Donc, il va pas pouvoir aider au panier aussi facilement. Et là, pareil, Jokic, il voit que Gobert, il est sur l'aile, sur je sais plus qui, plutôt que d'être dans le corner sur Peyton Watson. Directement, il attaque, Jokic. Et ça marche. Il va jusqu'au panier cette fois. Il attaque depuis la tête de raquette, soit 1 contre 1, et sauf que Gobert, le temps qu'il descende depuis l'aile, ça fait une énorme ouverture, il ressort à 3 points, etc. quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est pas tant vraiment un problème d'agressivité, c'est aussi un problème que Minnesota quadrille parfaitement le terrain. Pardon, je me suis perdu au fil de... bref, j'arrive même plus à parler. Match 1, donc c'était ce fameux 2 contre 1, plus ou moins tout le match, ou alors 1 contre 1, mais qui était bien géré. Et puis le match 2, c'était dès que tu as la balle au poste bas, on te fait une prise de rapide, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu, à mon avis, à prendre en compte aussi, au minimum, à prendre en compte aussi, c'est pas que de la volonté, c'est pas que Jokic, non mais il attaque pas, il veut pas, il a pas le cœur de Michael Jordan ou ce genre de choses. Non, en fait c'est qu'il peut pas aussi facilement attaquer, quoi. Donc tu fais la bonne action, tu ressors la balle, évidemment, mais en attendant tu peux pas développer tes points, quoi. Tu peux pas prendre tes tirs, et c'est un peu dommage parce que c'est quand même le meilleur scoreur du monde actuellement. Ce qui a été fait aussi côté Denver, c'est pas mal sur le match 2, pas mal de pick and roll 4-5, mais je sais pas à quel point ça peut être transposable, ça pour le coup, pour le reste de la série, parce que là où c'était intéressant, c'est pick and roll 4-5, donc avec Aaron Gordon,
et donc pas que des post-up, hein, comme je dis, avec Gordon utilisé pour couper dans le dos de LED sur post-up, mais des vrais pick and roll 4-5. Bon, l'intérêt, c'est d'attaquer des défenseurs qui sont pas parfaits. Et notamment donc Towns ou Kyle Anderson, qui a fait un match 2 bluffant défensivement, mais surtout Kyle Anderson. Voilà, avec ses pick and roll, t'arrives un peu à impliquer les deux, et c'est pas un switch automatique parce que t'as pas envie de switcher Towns. Bref. Donc c'était pas mal. On a eu 2-3 bons trucs, mais je me demande à quel point c'est transposable parce que Gobert va revenir en fait. Et donc l'intérêt d'avoir ces pick and roll 4-5 où tu peux impliquer notamment Towns et Anderson par exemple, il est limité parce que sur des pick and roll entre gros, Gobert il pourra faire son truc quoi. Donc voilà, mais ça reste aussi à garder en tête, et c'est peut-être pour finir sur ce côté-là du terrain. C'est vrai que pour moi c'est un peu le challenge pour Mike Malone maintenant et ce coaching staff, c'est d'essayer d'apporter un peu plus de variété en termes tactiques, parce que là on a été sur 2 matchs où Denver a un peu déroulé ses sets classiques, et ce qu'on a vu, c'est que Minnesota a tout contré, quoi. Minnesota a contré le fameux jeu à 3, là, Jokic en tête de raquette, et puis Jamal Murray, Aaron Gordon en tête de l'autre bout de la raquette. Ils ont stoppé évidemment le pick and roll Jamal Murray, Nikola Jokic. Ils ont stoppé les post-up de Jokic. Ils ont stoppé les pick and roll Jamal Murray aussi avec la seconde unité. Ils ont stoppé plus ou moins tout ce qui est sorti d'écran de Michael Porter Jr. Bon, maintenant il faut un peu plus, quoi. Maintenant, je trouve que il faut apporter plus de créativité et de sets variés, parce que là, il faut les faire bouger, quoi. Alors, certes, ça bouge bien, Minnesota, mais là, il faut bouger un peu plus, quoi. Les sets classiques, peut-être, sont un peu trop... Voilà, il faut du mouvement. Il faut varier, il faut du mouvement, il faut des coupes, il faut des pick and roll, des double drag, peut-être, donc des pick and roll à 2 écrans. Sachant que d'ailleurs, voilà, par exemple, la seule faiblesse de Minnesota, et encore, je suis même pas sûr que ce soit une faiblesse, mais ce que fait Minnesota, c'est tout le monde switch chez les extérieurs, sauf Mike Conley. Mike Conley, on veut pas qu'il switch. Et donc, quand on a un écran dans Mike Conley, en fait, Mike Conley, plutôt que de faire un switch, il va faire un hard edge. C'est-à-dire que c'est le classique pour des petits qui ne veulent pas switcher, c'est tu montes haut sur le pick and roll, tu montes haut pour gêner le porteur de balle, le temps que l'autre traverse l'écran, et puis ensuite, tu reviens sur ton propre attaquant. Voilà, ça c'est un hard edge. Et donc, notamment, ce qui a été fait, et ça a été fait 2 fois sur ces 2 premiers matchs, mais c'est peut-être pas assez, c'est que Denver et Mike Malone ont essayé de tirer profit de ça. Donc notamment, on a eu une action qui est très basique, c'est on fait un double drag, on fait un pick and roll à 2 écrans, en impliquant KCP. Donc sur le premier écran que prend Jamal Murray, on a un Mike Conley qui défend KCP, qui donc sort très haut. Que fait KCP ? En fait, plutôt que poser l'écran, il part de l'autre côté. Il part sur un pick and pop sur l'aile, en fait. Et donc Mike Conley, il est en train de monter d'un côté, et KCP, il se barre de l'autre. Et sur le match 1, en plus, je crois que sur le pick and pop, il a un pick and pop, mais il le prend pas, il hésite un peu, donc c'est un peu dommage. Sur le match 2, je crois que c'est aussi stoppé de mémoire, mais j'ai un trou là sur comment se finit l'action. Mais voilà, ça c'est le genre de petits détails qui, à mon avis, va falloir développer, et plus que 2 fois en 2 matchs, quoi. Des double drag, pourquoi pas un peu plus de pick dans l'inversé aussi, ou... Enfin, je sais pas, je suis pas coach, hein, donc je sais pas, j'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un peu aller gratter un peu de créativité tactique, je trouve. Et puis, pour passer de l'autre côté du terrain, bon, j'ai pas des tonnes de trucs à dire ici, ou en tout cas, on les dira plus tard. C'est vrai que ce qui était intéressant, c'est surtout comment est-ce que la défense de Minnesota arrive à stopper Denver. Après, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que je trouve que, premier point, Edwards. Pour l'instant, Edwards est très bon, en fait. Hein. Alors, il y a un niveau de shot-making où, quand il n'arrive pas à créer le décalage, on l'a vu sur le match 1 notamment, même quand il n'arrive pas à créer le décalage et que c'est juste une isolation un peu statique, il met le tir, quoi. Ou alors il obtient le lancer franc. Donc ça, c'est le bon point. On a aussi un aspect où je trouve que sur une majorité de pick and roll, il fait pas ce que je reprocherais un peu, c'est-à-dire prendre le pick and roll un peu lentement et trop lentement pour ne pas mettre la pression. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il va nord-sud agressivement, hein, comme on avait détaillé ça avec les Lakers aussi, qui LeBron n'a peut-être plus le jus de le faire assez, mais Edwards, il l'a le jus. Et pour l'instant, il le fait. Pour l'instant, il sort de l'écran face à Jokic et il sort agressivement. Ce qui fait que si Jokic est un peu bas, pas forcément sur un deep drop, hein, pas forcément très très bas, mais si Jokic est un peu bas et le laisse un peu prendre en vitesse, il attaque.
mais notamment il y a des actions là, match 1 où il attaque très fort, il va au lancer franc, il attaque, il va au panier. On a aussi match 1 un Gortat qui est super bien joué de la part de Gobert, c'est-à-dire premier écran dans le périmètre, et puis ensuite Edwards attaque fort, ensuite il attend un peu et Gobert vient poser un deuxième écran, un Gortat screen comme on dit, dans la raquette pour libérer un drive. Bref, je trouve que pour l'instant il y a un sacré punch. Il y a un sacré punch de la part de Edwards, de la part de Minnesota en fait, tout entier, hein, parce que c'est vrai que c'est un point clé qu'on avait dit dans la preview, c'est l'aspect où Denver est très bon pour essayer de quadriller le terrain en amont des actions et limiter le nombre de tirs au panier, mais si tu arrives à aller au panier, c'est un peu mort, quoi. Parce que c'est pas une équipe qui a tant que ça de mecs qui vont effacer les tirs au panier. C'est pas Jokic, évidemment. C'est pas non plus tant que ça Aaron Gordon. Voilà, c'est une équipe qui est très bonne pour t'empêcher d'aller au panier, mais par contre, une fois que tu y es, il concède une plutôt bonne efficacité, voire même très bonne efficacité. Et d'ailleurs, je crois que les Lakers, ils font 4 matchs sur 5 à 75% d'efficacité au panier, même s'ils n'y vont pas tout le temps. Et là, je trouve que en fait, on a exactement ça de la part de Minnesota, même en dehors de Edwards. Hein. Globalement, on a une équipe qui va souvent au panier et qui fait le job. Ça m'a un peu sauté aux yeux match 2, mais ils y vont fort, ils vont au panier. Je pense qu'il y a ce truc qui a été souligné dans le plan de jeu et dans la philosophie et les rapports d'avant-match, mais on a des mecs qui vont au panier et qui du coup, sont pas contestés à la fin, quoi. Parce que Towns, qu'on fait par exemple, Towns qui est pas mal utilisé sur des systèmes en 5-out, notamment avec la seconde unit, voilà les fameux systèmes où il est plein centre du terrain face à Aaron Gordon. Bon, Gordon c'est costaud, hein, et notamment Gordon il le tient au poste bas, mais Gordon sur autant d'espace, il peut pas suivre les foulées immenses de Towns, et donc Towns va au panier, et une fois qu'il est au panier, c'est fait, quoi. Il y a pas Jokic qui va surgir depuis le côté faible. Donc il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. Edwards évidemment, mais bref, j'ai même plus en tête, mais voilà, ils vont au panier. Ils vont au panier et ils ont ce punch que je trouve manque et a manqué aux Lakers depuis 2 séries. 2023 finale de conférence et le premier tour là contre Denver, ça avait manqué. Là, je trouve que on l'a ce punch. On a ces mecs qui vont au panier et qui vont chercher ce domaine-là, qui est un domaine clé évidemment. Donc ça, c'est un bon point. Towns aussi, d'ailleurs, tant qu'on est un peu sur lui, juste pour dire, je suis ravi parce que il y a peut-être un biais de déception sur Towns avec un côté, on a cru au go-to guy et finalement il n'est pas go-to guy. On en a déjà parlé assez longuement, mais pour moi, cette série rappelle aussi à quel point c'est un attaquant qui est formidable et qui est fabuleux, qui a peut-être pas le scoring à ce point implacable de création face aux meilleurs d'élite, qui a peut-être pas un passing très flashy, mais c'est peut-être pas, il y a peut-être pas le decision making, toujours élite ou bref, il y a des faiblesses. C'est pas un go-to guy, ça on le sait maintenant. C'est pas un go-to guy alors qu'on a cru qu'il pourrait l'être peut-être au tout début. Mais par contre, c'est un attaquant formidable et surtout, on voit là on se prend ça en pleine tête sur cette série. C'est un mismatch permanent. C'est-à-dire que il est trop rapide et trop de skills face à des gros et il est trop grand, trop imposant face à des petits en fait. Et pour moi, vraiment, cette série pour l'instant, c'est ça. C'est Towns qui est absolument fabuleux. Alors, le passing aussi, hein, évidemment. D'ailleurs, il y a un système sympa, match 1 qu'on a décrypté là, où c'est censé en fait faire un jeu à 3 avec un pick and roll qui passe par Gobert pour ensuite Gobert doit faire une passe un peu lobée pour un cut de Edwards, sauf que Gobert est bien défendu. Qu'est-ce qui se passe? On a Towns qui se ramène dans l'action depuis l'autre aile, qui réclame la balle et qui lui, allez, donne la balle et moi je fais depuis l'autre aile, je fais la passe par-dessus pour le cut de Edwards, quoi. Donc ce passing, on l'a vu pas mal, mais surtout au niveau du scoring en fait. Je trouve que contre n'importe qui, il peut scorer sur cette série parce que chaque joueur de Denver est un peu un mismatch en fait. Alors, peut-être pas Aaron Gordon au poste bas, ça a pas trop marché pour l'instant, mais Gordon il peut l'attaquer dans l'espace. On a aussi des systèmes qui sont faits pour utiliser le fait que Denver fait un switch all, à part sur Jokic. Denver switch à peu près tout, et donc on a eu des actions en retour de deuxième mi-temps, match 2, on enchaîne 2 pick and roll ou des pick and roll avec Conley, Gobert et Towns, qui en fait sont juste là pour créer un mismatch et donner Jamal Murray sur Towns, et Towns il attaque, quoi. Une première fois il prend le pull-up par-dessus avec sa taille, une deuxième fois il attaque, il va au flotteur, il drive, et Jamal Murray peut pas l'arrêter. Donc on a aussi d'autres fois où comme on sait que Denver, hormis Jokic, ils font un switch all pour ne concéder aucun décalage, et ensuite on switch et on est derrière. C'est un peu le schéma classique, j'avais déjà développé, je vais pas le refaire ici, mais on switch, mais pas pour un vrai 1 contre 1, c'est juste on switch sur l'écran, aucun décalage, et derrière il y a de l'aide. Mais le truc c'est que quand on sait que ça switch, qu'est-ce qu'il fait Towns?
ben, on fait ça, on fait un pick and roll, et puis ensuite, on va s'installer au poste bas contre Jamal Murray, quoi. Et ça marche. Ça marche. Donc ça, c'est bien. Vraiment, c'est le moteur de la seconde unité, pour moi, Towns, pour l'instant, parce que mismatch partout, et pas que la seconde unité, hein. Même avec les titulaires, ça marche pas mal. Il y a un truc aussi que Minnesota fait très bien, très très bien sur cette série, et ça se voit pas trop parce que c'est un peu subtil, mais c'est qu'en fait, avant, notamment pour Edwards, hein, mais avant d'entamer le vrai pick and roll, il y a toujours un premier écran. Et si on regarde pas en détail, on fait pas gaffe parce qu'on a l'impression que c'est juste, on remonte la balle en transition ou en semi-transition, voilà, il y a un écran qui est par là ou un joueur qui est par là. Ça a l'air pas fait exprès. Et en fait, c'est tout sauf pas fait exprès. C'est vraiment avant que Edwards enchaîne son pick and roll avec Gobert. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah tiens, il y a Nickel Alexander-Walker qui traîne par là, tiens, comme par hasard, ou alors Jaden McDaniels, qui en fait vient dans l'action amener un plus mauvais défenseur. Donc, essayez de faire attention, vous allez voir, mais en fait, on a systématiquement, avant un pick and roll entre Edwards et Gobert, on a un premier écran en semi-transition, là, juste le temps de remonter la balle, et ah bah tiens, du coup, Denver qui est en mode switch-all or Jokic, KCP, il est obligé de lâcher Edwards, et on se retrouve avec Michael Porter Jr. qui doit défendre le pick and roll et qui doit défendre Edwards, quoi. Et ça, ils le font. Ils l'ont fait tout le match 1, notamment, c'était une masterclass là-dessus, avant d'entamer l'action, on fait un switch-all, enfin, on tire profit du switch-all, pour aller chercher le défenseur qu'on veut. Et notamment pour enlever KCP de Edwards, hein, parce que KCP fait quand même une très bonne série, hein, pour l'instant défensivement, mais le truc, c'est qu'il n'est pas toujours sur Edwards. Donc, notamment, voilà, premier écran, hop, tu switch, et ensuite, je peux attaquer mon pick and roll avec Porter Jr., par exemple. Autre point aussi que j'avais noté, c'est que bon, c'est pas un ajustement de Denver, au contraire, je trouve que Minnesota a trouvé un truc dans le match 2. Les Wolves ont trouvé un peu un truc, un filon à gratter et à aller chercher, c'est l'attaque de l'isolation. C'est-à-dire qu'on va développer un peu tout ce qui est pick and roll de Edwards, mais j'ai trouvé que match 2, plus que match 1, on a eu 3, 4, 5 actions où en fait Edwards attaque du 1 contre 1 sans avoir besoin d'un écran. Et c'est vrai que ça peut être génial parce que il a cette explosivité, il a ce premier pas, et en fait il a cette capacité à, même sans écran, avoir un décalage et créer le décalage, donc ça c'est très bien, et surtout que ça te permet d'éviter tout ce qui est un peu le jeu du pick and roll qu'on va développer, mais voilà, je trouve que il y a ce truc en plus qui n'est pas encore totalement exploité côté Minnesota et qui peut faire du bien, c'est juste en fait isolation ou alors attaque de 1 contre 1 d'Edwards dans l'espace en fait, et qui peut créer le décalage sans avoir besoin de passer par un écran. Donc ça a été fait, et donc quel a été le contre-move notamment de Denver, même si ça n'a pas tout le temps marché parce que même Gordon n'y arrivait pas, spoiler, donc c'était de mettre Aaron Gordon sur Edwards. Donc premièrement, ça n'a pas tout le temps marché parce que même face à Gordon, Edwards sur ce match-up direct, il a pu quand même aller au panier certaines actions du match 2, et puis surtout, conséquence, c'est que on s'est retrouvé donc avec Gordon match-up direct sur Edwards, ça a été l'ajustement, mais alors qu'est-ce qu'on avait au rebond pour essayer de bloquer Karl Anthony Towns ? C'était Michael Porter Jr., quoi. Donc voilà, ça a pu aussi créer des situations un peu de mismatch de ce côté-là. Donc bref, vous voyez que tout est un peu lié, et au niveau un domino en fait tomber l'autre aussi, donc à surveiller, mais vraiment je trouve que cette attaque de Edwards tout seul peut être clé, parce que donc, allons-y, les pick and roll de Anthony Edwards. C'est vrai que là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que pour l'instant, match 1, il a fait un bon match. Alors, il y a quand même un paquet d'actions où, on a quand même décrypté chaque action marquante du match 1. Qu'est-ce qu'on va dire ? 5, 6, peut-être 7 actions sur le lot, mais pas plus, où tu te dis, là, c'est vrai qu'il y a peut-être une fenêtre de passe et peut-être un passeur d'élite face à la pression du pick and roll, face à un 2 contre 1 qu'il a sur lui sur pick and roll. Peut-être qu'un passeur d'élite arrive à faire cette passe. Ok. Mais bon, je suis quand même obligé de le souligner, mais comme dit, c'était pas non plus des tonnes d'actions. Et je trouve qu'au contraire, Edwards qui donc fait face à des 2 contre 1 parce que justement, on n'a pas envie de lui donner l'espace pour qu'il prenne de la vitesse et qu'il aille au panier, donc on fait pas un drop, on fait un edge plutôt. On fait un edge, un soft edge, un 2 contre 1 sur le ballon pour contenir dès la sortie de l'écran. Et là-dessus, je trouve qu'il a fait un match très propre, avec jamais vraiment l'action clé, à part une fois, match 1, il a fait la skip pass vers le corner opposé, c'était très spectaculaire. Non, match 1, première mi-temps, et je dis une bêtise parce qu'il a aussi fait en deuxième mi-temps une aussi très spectaculaire vers le corner opposé. Donc parfois il faisait cette passe, mais plus globalement,
je trouve que le match a été bon parce que, enfin, ces 2 matchs ont été bons parce qu'ils ressortaient vite la balle en fait. Et donc certes, c'est pas Doncic, mais sur ce côté vite libérer la balle pour tirer profit du fait que tu as 2 contre 1 sur le ballon, donc si tu ressors vite, ça veut dire qu'il y a un 3 contre 4 à exploiter derrière, enfin 4 contre 3 pour Minnesota. Là-dessus, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a vraiment fait un très bon match sur ses ressorties de balles, même si, comme dit, il n'y a pas toujours eu l'action un peu home run qui a été prise, mais bon, en même temps, c'est aussi, ça fait partie de ton profil, hein, c'est pas non plus encore un passeur d'élite. Donc on a ça, et derrière, l'occupation du terrain et la manière dont Minnesota aussi a bien organisé autour de ce pick and roll, ça a été pas mal parce que notamment il y a une action là, match 1 qui a été un peu marquante de il ressort la balle et qu'est-ce qu'on a juste à côté de lui, on a Towns en fait. Et donc Gobert reçoit la balle après le pick and roll, il lit la défense, KCP coulisse dans le corner, qui est-ce qui est laissé ouvert, c'est Towns à 3 points. Et donc très bonne passe de Gobert après le pick and roll, extra passe, 3 points ouverts et bingo. Et même là-dessus, même sur des actions un peu moins évidentes, je trouve que moi, j'étais un peu de ceux qui doutaient de la capacité de Minnesota à créer un peu sur demi-terrain. Vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu plus bas que la moyenne sur eux. Mais j'avais un peu des doutes. Là-dessus, je trouve que pour l'instant, je suis largement convaincu. Vraiment. Parce que Edwards, même quand il n'a pas des points, des assists directement sur ses actions, en fait, on remarque, quand on dissèque action après action, on voit qu'il est à l'origine de la création du décalage sur la majorité des actions, en fait. Parce qu'il a un tel degré de dangerosité sur sa défense de Denver que, comme en plus il est agressif, en fait, il va au panier, il attaque agressivement en sortie de son pick and roll, et même s'il y a 3 mecs autour de lui, il a quand même la capacité à faire le drive and kick. Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment une majorité d'actions. Comme dit, on a décrypté le match 1 un peu action par action, donc on a pu le constater concrètement et réellement, mais honnêtement, il y a une majorité d'actions où Edwards est à l'origine de l'action, même s'il n'a pas ni les points, ni l'assist. Et vraiment, là-dessus, j'ai été agréablement surpris parce que je me posais la question un peu de face à une défense d'élite, est-ce qu'on aurait ça ? Et en fait, oui. On a des drives un peu agressifs où ça libère un peu une extra passe facile. On a des drives où il va jusqu'au panier, puis il se retourne complètement. Il fait une passe à Nasrid qui ensuite attaque le close-out et envoie à 3 points pour Mike Conley dans le corner. Enfin bref, on a eu plein d'actions comme ça. Et en fait, à chaque fois, on a le 2 contre 1. On a le 2 contre 1 en pick and roll contre Edwards, en fait, à la base de ça. Et comme il lit bien et comme il ressort bien, voilà, ça suffit. Le décalage est créé. Denver 2 contre 1 sur le ballon. Tu offres un premier décalage que tu espères ensuite atténuer et neutraliser, et parfois ça marche, en effet, c'est pas tout blanc tout noir, Denver aussi est quand même plutôt compétent, il y a pas mal d'actions où ils arrivent un peu à faire le 2 contre 1 et derrière à compenser, effectivement, mais j'ai trouvé que Edwards s'en sort quand même plutôt pas mal, et comme c'était un peu un point clé pour moi de cette série, comme on avait dit, ce côté tirer profit du 2 contre 1, pour l'instant c'est très 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 bien, très, très simplement. Après je me pose la question, quel peut être l'ajustement côté Denver? Est-ce qu'on va pas arriver à un moment donné où on pourrait faire des trappes? Donc non pas des soft edge, un peu je monte au niveau de l'écran, créer un 2 contre 1 plutôt soft, mais pas plus, juste je me montre, je fais un show, comme ils disent, et parfois le soft edge est aussi appelé le show. Je me montre juste pour que le mec me voit et lâche la balle, et ensuite je repars. Je me demande à quel point est-ce qu'ils vont pas un peu plus essayer de, justement, d'aller tester ce passing de Edwards. Après, c'est qui te double, parce que c'est un mec qui a quand même la taille pour passer par-dessus et qui a montré quelquefois des flashs hyper intéressants. Mais à quel point l'ajustement de Denver, ça va pas être de se dire, ok, c'est pas un passeur naturel, c'est pas un passeur manipulateur de défense si bon que ça. À quel point est-ce que plutôt que de faire des soft edge, on pourrait pas monter le curseur d'agressivité et faire des trappes, faire des prises à 2 plus agressives? À quel point ça peut pas marcher? Ça peut être un qui-to double, et ce sera un qui-to double sur chaque action. Mais à quel point ça peut pas être un truc où tu te dis, si on fait ça sur 50 possessions dans le match, est-ce qu'on va pas arriver à en avoir 30, 35 où on tombe plutôt sur le pile que sur le face, quoi. Après, peut-être qu'il y aura 10 actions magnifiques ou 10 actions ou 15 sur 50, peut-être 20 sur 50 où il fait la passe vers le corner opposé, il sort par-dessus, il se sort du trap, il se sort de la pression agressive, magnifiquement, peut-être, mais je sais pas, pour moi c'est une piste potentielle, et je dis ça d'autant plus que ils ont un peu commencé à le faire. On a vu sur le match 2, deuxième mi-temps, un peu des sorties un peu plus agressives que d'habitude, j'ai trouvé. Donc je me demande à quel point, pour l'instant, le bilan de ces 2 premiers matchs, c'est que, ok,
On peut pas faire un drop parce que si on reste bas, il prend de la vitesse, il va au panier, c'est pas LeBron, il peut nous punir. Ok, premier élément. Du coup, ajustement, on monte au niveau de l'écran. On fait un soft edge. Sauf que pour l'instant, il fait les bonnes lectures. Il fait vraiment les bonnes lectures, il ressort bien. Et derrière, les passeurs les bigs sur pick and roll font les bonnes passes. Donc, Minnesota arrive à s'en tirer. Donc, je me demande à quel point l'ajustement, ça va pas être de monter le curseur et de dire, vu que c'est pas un passeur génial, mais que pour l'instant, contre les soft edge, il est assez à l'aise pour faire la ressortie propre. À quel point est-ce qu'on va pas aller le chercher sur cette qualité qui est, non pas qu'il est mauvais, mais c'est sa plus mauvaise qualité, le passing. Voilà, je pense que tu fais des trappes agressives sur Doncic, t'es mort. Je pense que si tu fais des trappes contre Edwards, t'as peut-être plus de chances que ça marche. Donc voilà. Voilà pour ce match-là. J'espère que j'oublie pas trop de choses, mais on a déjà une petite heure d'enregistrement, une petite heure de podcast. Donc voilà, on suivra évidemment les ajustements match 3 et 4. On fera peut-être un bilan de série si ça rebondit. Je pense d'ailleurs qu'il y a un petit catastrophisme en ce moment, voire, on va dire, peut-être une réaction, j'ai pas envie de dire surréaction, mais une grosse réaction par rapport à la rouste du match 2, ce qui paraît normal, mais je tiens à rappeler qu'en playoff, le temps passe très lentement. C'est-à-dire que... plutôt très vite, pardon. Mais ouais, si ça se trouve, dans une semaine, Denver aura gagné les matchs 3 et 4, donc aura égalisé, voire même pris le match 5 chez eux. On n'est plus du tout dans le même mood, quoi. Donc voilà, je suis pas dans le même catastrophisme. Oui, il y a une domination de Minnesota qui pour l'instant est fabuleuse et qui est totalement méritée. C'est pas pour enlever du crédit à Minnesota, hein, c'est pas du tout. Mais à quel point est-ce que faut pas faire attention à ce genre de gifles et de roustes qui parfois arrivent? Ça arrive, hein, sur un match, ça arrive, ce n'est qu'un match. Par exemple, le match 1, ça a été gagné par Minnesota, c'était pas une rouste. Et d'autant plus que je l'ai même pas encore dit, mais Denver, pour l'instant, sur ses playoffs, ne met aucun 3 points. Il y a aussi une question ils n'arrivent pas, pour l'instant, à générer des 3 points, notamment des 3 points ouverts. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, sur les 3 points qu'ils ont, tout ce qui est pick and pop, d'ailleurs, de Jokic qu'on a évoqué, ça, c'est vrai que pour l'instant, ça rentre pas trop. À quel point est-ce qu'on peut pas aussi s'attendre à un retour à la moyenne qui semblerait logique, vu que c'est une équipe de bons shooters qui, pour l'instant, sur les playoffs, shoot très très mal. Donc, il y a cet élément-là. Mais voilà, pour moi, il ne faut pas trop surréagir à une rouste. Et ok, pour l'instant, Minnesota est en magnifique position. S'ils gagnent le match 3, imaginons un match 3 hyper disputé, qui a 3-0, peut-être c'est fini. Donc voilà, oui, si Minnesota continue comme ça, ils peuvent tout conclure assez rapidement, mais je n'exclurai pas pour autant la capacité de Denver qui a les armes, à la fois tactiques et personnelles, de pouvoir rebondir, quoi. Mais donc, voilà pour ce Denver-Minnesota, qui pour l'instant tourne largement à l'avantage des Timberwolves. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà pour cette série pour l'instant. J'ai hâte de voir les matchs 3 et 4, évidemment comme tout le monde. Comme déjà dit, si ça vous dit, j'ai fait un breakdown, un décryptage complet du match 1 qui est dispo sur Twitter. Mais il y a un best-of qui est sur YouTube avec les liens du Twitter dans le YouTube, si ça vous intéresse. Voilà, c'est une série qui se prête très bien à un décryptage tactique vidéo. Je pense qu'on en fera aussi pour la suite. Là, j'ai pas eu le temps de le faire sur le match 2, mais je pense qu'on le fera aussi pour la suite, ou alors en fin de série. Mais voilà, tout ce que j'ai décrit un peu à l'oral, là, on essaiera de mettre des images dessus. Mais voilà pour le podcast d'aujourd'hui, donc. Et bien, je ne sais pas pourquoi on va se retrouver la prochaine fois, mais on va se retrouver bientôt. Je n'en doute pas. Soit pour du React, soit pour du playoff, soit pour de l'actu, soit pour du théorique. Je ne sais pas, mais ça va être très intéressant. Restez connectés, comme on dit. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien sur le podcast. J'insiste, ça fait vraiment très plaisir et c'est ça qui fait grandir le podcast. Donc merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.